Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir et de reconnaître plusieurs habitués pour ce cycle de conférences d'histoire de la médecine. Vous savez que depuis quelques années, je fais régulièrement quelques séances en histoire de la médecine où il y a vraiment des possibilités de sujets extrêmement variés. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a décidé de faire une spéciale macabre pour fêter ensemble de manière un peu décalée Halloween. Lara de Meraude a accepté de venir nous parler des vampires et de ses liens avec la médecine, tout particulièrement au XVIIIe ou XIXe siècle. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de liens de différents types. Elle travaille au musée de la médecine de l'ULB, où elle prépare d'ailleurs une exposition sur les vampires. Elle a fait des études en histoire de l'art et en archéologie. Elle s'est à ce moment-là passionnée pour les herbiers et à partir de là, pour la médecine et la pharmacopée. Elle a aussi mis au point différentes expositions, dont une sur le pouvoir du poison. Et il y avait beaucoup de liens avec la sorcellerie, donc on est vraiment en plein dans le sujet et je lui cède immédiatement la parole. Oui, merci beaucoup Anne Staquet et merci à tous d'être là ce soir. Donc, comme l'a dit Anne Staquet, je viens du musée de la médecine et je suis historienne de l'art de formation. Donc, je ne suis pas médecin, mais donc on va aborder un peu de médecine ce soir et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, mon exposé va se structurer en deux parties. La première, j'aborderai donc l'origine du mythe du vampire au XVIIIe siècle et le rôle qu'a pu jouer la médecine dans le développement de ce mythe et son introduction en Occident, ainsi que de son rejet. Et puis, dans la deuxième partie, j'aborderai plutôt la littérature. Ah, ok. Je pensais qu'il fallait... Ok. Bon, la deuxième partie portera sur la littérature plutôt et de nouveau le rôle de la médecine dans le mythe, enfin le processus de création littéraire. Donc, tout d'abord, je vais dire un ou deux mots sur qui devient vampire dans les traditions balkaniques. Donc, le vampire, c'est un mort malfaisant, donc c'est un non-mort en quelque sorte, c'est un mort qui refuse de mourir. Alors, c'est une notion qui est apparue plus ou moins dans la littérature au XIIIe siècle et concerne non seulement un certain type de mort, par exemple les bébés. Vous voyez ici que, je ne sais pas si on voit bien, mais donc à droite, vous voyez peut-être une veillée funèbre autour d'un enfant. Typiquement, les enfants sont des morts qui inquiètent les vivants parce que, n'ayant pas pu grandir, ils n'ont pas pu, en quelque sorte, se révéler et passer les différentes étapes de la vie. Donc, on avait peur que les enfants pourraient revenir parmi les vivants et hanter ceux qui étaient toujours là. Les personnes suicidées, les assassins, les condamnés à mort, les noyés, par exemple, au-dessus. On peut voir un cimetière en Bretagne, par exemple, où on a le mur des disparus en mer. Et donc, typiquement, voilà, c'est des morts dont on ne retrouve pas le corps et qui, en quelque sorte, restent présents. Par ailleurs, il y a également les conditions de la mort, comme je vous ai dit, mourir noyé ou assassiné ou condamné à mort. C'est des morts qui vont poser problème dans la société et qu'on va traiter d'une autre façon. Finalement, il y a également l'importance du rituel funéraire. Le rituel funéraire est donc quelque chose de particulièrement codifié et lorsque il ne se passe pas comme il faut,
on pouvait croire que le mort allait risquer de revenir. Par exemple, dans les Balkans, on pensait que si la procession funéraire s'arrêtait sur un pont, l'âme du défunt allait s'arrêter entre les deux mondes en quelque sorte. C'est donc la symbolique du pont qui joue. Donc ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que le mort, même s'il meurt physiquement, continue d'être socialement, ce qui explique les croyances et les traitements du corps et les rituels funéraires. Voilà. Alors, le vampire balkanique, on a les premières mentions écrites, elles sont très rares au IXe siècle, un peu voilà, plutôt au XIe et au XIIe siècle, et puis surtout au XIVe et au XVe siècle. Alors, à quoi pourrait être dû le développement de cette croyance aux vampires dans les Balkans? Il y a plusieurs théories. Il y a notamment une théorie qui dit qu'on serait passé, donc que les peuples locaux qui étaient à l'origine païens ont été évangélisés au IXe siècle, et avec cette évangélisation, on passe de la crémation à l'inhumation, donc c'est-à-dire d'un corps complètement détruit par le feu à un corps qui est conservé dans la terre à proximité des vivants. Et donc cette conservation du corps a pu peut-être entraîner la formation d'une inquiétude de la part des populations. Il y a également la pratique de la double inhumation qu'on trouve encore aujourd'hui dans certains pays balkaniques, c'est-à-dire que 3 à 8 ans après la mort du défunt, une personne de la famille doit déterrer le mort, nettoyer ses os, vérifier qu'il est bien décomposé et à ce moment-là, réenterrer le mort. Finalement, l'hérésie bogomile, donc je passe très vite là-dessus, c'est une hérésie qui s'est développée dans les Balkans au IXe siècle, au IXe, Xe siècle, et donc c'est une hérésie qui développait l'idée que tout ce qui était vivant était pur, était divin, tout ce qui était mort était abject et diabolique. Et donc les corps morts passaient pour être en quelque sorte des créations diaboliques. Finalement, au XVe siècle, avec la prise de Constantinople, les Balkans passent sous l'autorité des Ottomans, qui étaient relativement tolérants, donc leur ont laissé la possibilité de continuer à pratiquer leur culte, mais peut-être que les populations locales ont voulu affirmer leur identité en renforçant ce genre de croyances. Donc tout ça explique que le mythe du vampire a pu se développer dans cette région à partir du XIe, XIIe siècle et peut-être avant déjà, et qu'on va le retrouver par la suite, on va dire, dans toute sa splendeur au XVIIIe siècle. Alors, il y a également des sources archéologiques. Vous avez peut-être entendu parler des tombes de vampires dont on entend souvent parler dans la presse récemment. Ce sont des tombes, on va dire, anormales. C'est pour ça qu'elles sont appelées deviant burials en anglais. C'est-à-dire que vous voyez les deux squelettes là. Là, on est probablement face à des vampires, puisque l'un a une pierre qui est posée sur sa gorge, dans le but de lui fermer sa mâchoire. Donc on estimait qu'on ne pouvait pas enterrer un mort la bouche ouverte parce que c'était problématique, il allait peut-être se transformer en vampire. Le deuxième a une lame de faux autour de la gorge. Là encore, c'est la faux, vous savez peut-être que c'est le symbole de la mort encore dans nos régions par exemple. Donc souvent on enterrait les morts avec des lames, que ce soit des lames de faux, ça pouvait aussi être des lames de couteau, dans le but, si le mort se transformait en vampire et qu'il essayait de sortir, la lame allait le transpercer et le tuer. Mais par contre, à gauche, on a la représentation d'une tombe d'une personne qui a été décapitée. On a mis sa tête entre ses jambes et des pierres à la place. Ce genre de tombe a été, depuis les années 50, interprété comme étant des tombes de vampires. Alors il faut faire très attention à ce type d'interprétation parce qu'en fait, on n'est peut-être pas du tout face à des vampires, mais peut-être à des châtiments judiciaires particuliers. Donc là, il faut réinterpréter ces tombes. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous évoquer l'origine du vampire. Finalement, il y a également une autre croyance qui est très proche du vampire et qu'on trouve, on va dire, plus près de chez nous. On la retrouve en Allemagne et aussi un peu en Italie. Donc ici, je vous ai mis un texte du XVIIe siècle qui évoque la croyance dans des morts qui mastiquent sans discontinuer dans leur tombe. Et on a parfois cru que ces morts étaient les responsables des maladies, notamment par exemple des épidémies de peste.
Vous voyez le texte qui dit, on l'appelle en langue ruthénienne upior et en polonais friga. Donc ruthénienne, c'est ukrainien. Voici ce que c'est. Lorsqu'une personne qui apporta des dents en naissant meurt, elle mange dans son cercueil d'abord les habits pièce à pièce. Oui. Comme ça. Ok. Ensuite, ses mains et ses bras, et durant ce... Ensuite, ses mains et ses bras. Et durant ce temps, ceux de sa famille et de sa maison meurent, l'un après l'autre. L'un n'est pas mort que l'autre est déjà malade pour mourir. Et cela dure jusqu'à ce qu'il en soit mort 3 fois 9. C'est de là que vient le nom de friga ou upior, ce qui est la même chose. Mais lorsqu'on s'aperçoit que c'est de cette maladie que l'on meurt, on va déterrer le premier mort qu'on trouve et qui, comme je l'ai dit, mange ses vêtements ou ses bras. On lui coupe la tête, alors le sang tout clair en sort comme il ferait d'une personne vivante, et après cela, la mortalité cesse aussitôt dans sa famille. Et le nombre de 3 fois 9 ne meurt plus comme cela serait arrivé autrement. Donc, il faut bien se dire qu'à l'époque, la médecine n'est pas du tout, celle que nous connaissons aujourd'hui. On ne connaît pas forcément les causes des épidémies, et bien souvent, on cherche des explications. On voit se développer, par exemple, des explications en relation avec les astres, et là, on a une autre explication qui donc fait appel à ces croyances des morts malfaisants envers les vivants. Alors, on a par exemple trouvé en Italie, en 2006-2007, une fosse commune dans laquelle se trouvait ce crâne avec une pierre enfoncée dans la bouche, qui daterait de 1576, et donc c'était dans la fosse commune d'un sanatorium de pestiférés. Les archéologues ont interprété cette trouvaille comme étant... En creusant dans la fosse commune, les fossoyeurs seraient tombés sur un corps peu décomposé, peut-être encore ensanglanté, et auraient pensé à cette croyance dans les morts malfaisants et auraient planté cette pierre dans la bouche pour que le défunt cesse de mastiquer et donc pour cesser en quelque sorte la maladie. Voilà. Alors, voilà pour l'origine, on va dire, du vampire et les sources qu'on possède aujourd'hui. Maintenant, qu'en est-il de son arrivée en Occident au XVIIIe siècle et surtout son lien avec la médecine ? Alors, il faut s'imaginer, nous sommes au début du XVIIIe siècle, la Serbie vient tout juste d'entrer sous l'autorité autrichienne, et on a une nouvelle administration qui se met en place dans ces zones frontalières, et ainsi que des garnisons militaires qui sont chargées d'informer les autorités pour tout événement anormal ou tout trouble qui pourrait se produire. Et c'est là qu'en 1731, il y a des morts dans un petit village de Medvegia, en Serbie. Donc, sur la carte, on voit, je suis désolée, on ne voit pas très bien. Donc, sur la carte, c'est le petit point rouge. Donc, c'est au sud de la Serbie. Des habitants commencent à mourir. Ça pose un petit problème de santé publique. Donc, on décide d'envoyer un médecin pour aller voir ce qui se passe. Et un premier médecin va là-bas. Il interroge les habitants, il réalise qu'il y a eu, en 6 semaines, il y a eu 13 morts, donc ça l'inquiète, on parle de vampires, il ne sait pas trop ce que c'est. Donc il écrit un rapport relativement confus qu'il envoie à Belgrade, qui arrive dans les autorités de plus en plus importantes hiérarchiquement. Finalement, ça arrive au grand administrateur de la Serbie, qui décide d'envoyer une commission beaucoup plus importante avec plusieurs médecins, des officiers, et donc parmi eux, le chirurgien militaire Johannes Flückiger. Donc vous avez son nom qui est écrit là. Ils se rendent en janvier 1732 dans le petit village et ils interrogent les habitants. Là, ils finissent par comprendre que les habitants sont terrorisés, mais vraiment, ils sont cloîtrés chez eux. Enfin voilà, c'est la terreur totale. Et ils racontent qu'il y a eu un soldat autrichien qui était dans la garnison locale, qui est mort. Il est tombé d'une charrette et avant de mourir, il aurait dit à tout le monde qu'il avait mangé d'une viande qui aurait été contaminée par un vampire.
Et après sa mort, les habitants le voient se promener dans le village et ils ont l'impression qu'il revient les hanter. Donc finalement, le docteur Flukinger, avec ses officiers, ses assistants et les autorités du village, finissent par ouvrir les tombes et ils constatent des traces de vampirisme. Donc c'est assez étonnant, qu'est-ce que c'est ? Donc on a des rapports qui disent, voilà, le corps était peu décomposé, il était gorgé de sang, il baignait dans quelques centimètres de sang et on avait l'impression que ses cheveux ont continué à pousser, que ses ongles aussi ont continué à pousser et quand on lui a planté un pieu dans le cœur, il a poussé un cri et il a craché du sang. Donc c'est ce qui est dit dans un rapport médical au XVIIIe. Donc c'est très étonnant. Alors ils ouvrent les 13 tombes des 13 défunts. Ils constatent 10 vampires et 3 corps fortement décomposés. Donc on voit que c'est vraiment la décomposition du corps est quelque chose qui est très très important dans le diagnostic du vampirisme à l'époque. Donc voilà pour les symptômes. Donc j'ai essayé de faire un peu comme si c'était une maladie. Donc on a d'abord les symptômes chez les victimes. En général, le vampirisme se manifeste d'abord de manière très, très discrète. Ça va d'abord être des bruits qu'on entend, puis ça va être les aliments qui sont mélangés par exemple à des déchets, puis ça va être le sucre et le sel qui sont mélangés, donc des choses qui se passent qui sont un peu étranges. Puis peu à peu, ça devient un peu plus sérieux, le bétail se met à mourir, les proches parents du vampire commencent à revoir le vampire chez eux ou dans leurs rêves. Et puis peu à peu, ils commencent à tomber malades et eux-mêmes à mourir. Le vampire lui-même, comme je vous ai expliqué, c'est un mauvais mort. C'est quelqu'un qui est mort d'une manière un peu triste, anormale, inhabituelle. Et on voit que le vampirisme se manifeste plutôt en hiver, dans les zones rurales et dans des populations qui sont généralement pauvres. Une fois qu'on a décelé une personne, un vampire, on va aller voir sa tombe. Et en général, on décrit les tombes qui sont la terre qui est assez affaissée ou qui a été dérangée, comme si le vampire était sorti de sa tombe en quelque sorte. On entend parfois des bruits de mastication près de la tombe. Le corps, comme je vous l'ai dit, est gonflé, il a une carnation un peu rouge, il est surtout peu décomposé et il y a des rapports qui disent qu'il semble même chaud quand on les touche. Finalement, il sent mauvais, donc ça, a priori, c'est normal. Il n'y a pas de signe de rigidité cadavérique. Et donc, comme je l'ai dit, les ongles et les cheveux semblent continuer à avoir poussé. Du sang coule de la bouche, du nez, des oreilles. Et parfois aussi, on décrit le vampire assis dans sa tombe, comme s'il s'était déplacé. Et quand on lui plante un pieu dans le cœur, il peut émettre un son comme un grognement et puis cracher du sang. Alors les remèdes, quand on est face à une situation, quand on est face à un vampire, il y a les rituels préventifs, c'est donc de faire un rituel funéraire, on va dire, dans les règles de l'art. Puis il y avait des croyances qui disaient de disperser des grains de pavot ou d'orge sur la tombe, ou encore de disposer un filet de pêche. Donc ça, c'est des croyances, on va dire, traditionnelles, en lien avec l'idée que le vampire, c'est un être un peu obsessionnel, pas très malin, qui, quand il sort, au moment où il sort sa tombe, en tombant sur les graines de pavot ou sur le filet de pêche, il allait vouloir se mettre à compter chaque petit grain. Ça, c'est plutôt des croyances, on va dire, locales. Et puis entraver le défunt, donc par exemple lui couper les pieds, le clouer, lui couper la tête, lui mettre une pierre, le recouvrir de pierre. Il y a même des auteurs, des chercheurs qui disent que ça pourrait être l'origine de la pierre tombale, c'est la croyance dans ces revenants qui sortiraient de leur tombe. Voilà. Et les remèdes d'urgence, donc une fois que le vampire est vraiment sorti et commençait à attaquer les gens, on disait qu'on pouvait consommer du pain fait avec du sang de vampire. Donc s'il y a effectivement une maladie qui était en cours, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va améliorer l'épidémie en quelque sorte. Et puis ouvrir la tombe, lui couper la tête, lui planter un pieu dans le cœur et le brûler. Et le brûler, c'est le remède ultime. Et donc si vous pensez à ce que je vous ai dit au début, on voit qu'on passe de l'inhumation, on retourne à la crémation finalement. C'est comme un peu un retour vers la destruction totale du corps. Donc le rapport de Flukinger a donc été dûment attesté par des médecins présents et va
donc être de nouveau envoyé à Belgrade. Peu à peu, il va se diffuser et les autorités politiques vont finir par mettre la main dessus. Et ça va aller très loin, ça va aller jusqu'à l'empereur Charles VI d'Autriche, aux ambassadeurs, ça va aller jusqu'au roi de Prusse, et ils vont tous être très intrigués par cette nouvelle maladie en quelque sorte, et ils vont eux-mêmes donner ce rapport ou des copies du rapport à des éminents professeurs dans des académies, et c'est comme ça que peu à peu le vampirisme devient une maladie en Ukraine qui existe. Et donc les scientifiques vont commencer à écrire sur le vampirisme, qu'est-ce que ça pourrait être, et on voit se développer toute une série d'ouvrages. Parallèlement à ça, la presse met également la main sur le rapport de Flukinger et va présenter des copies dans la presse. Et en 1732, c'est vraiment l'année du vampirisme en Occident. C'est cette année-là qu'on découvre cette maladie, on découvre le vampire, ce que c'est, et on va voir se manifester dans la presse toute une série d'articles en Angleterre, en Allemagne, en France, un peu partout qui évoquent cette croyance au vampire. En général, ce sont des copies plus ou moins fidèles du rapport de Flukinger, mais bien souvent suivies par toutes des réflexions philosophiques sur comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que l'âme peut continuer à vivre dans un corps. Enfin voilà. Donc c'est assez compliqué et surtout très étrange pour nous à notre époque avec la science que l'on a actuellement. Et donc je vous ai dit, il y a toute une série d'ouvrages scientifiques sur le sujet, notamment sur les vertus du sang des vampires. Donc ça paraît très étrange pour nous. D'une manière générale, on a 3 avis dans la sphère scientifique, donc c'est très général. On a ceux qui sont plutôt rationnels et qui vont dire oui, c'est une maladie qui existe, mais elle ressemble peut-être un peu à la rage. Ils essayent de trouver des explications, on va dire, rationnelles à cette maladie, mais ils ne remettent pas en question peut-être l'éventuelle inexistence de cette maladie, puisqu'il y a des morts. Donc a priori, c'est qu'elle existe, et surtout, c'est attesté par des médecins. Il y a ceux qui ont un discours plutôt théologique, qui vont dire que ça existe et que c'est une punition divine, puis d'autres qui vont dire ah non, c'est une création diabolique. Donc c'est un peu comme des sorcières, entre guillemets. Puis finalement, il y a ceux qui sont, entre guillemets, très contents de voir le vampire parce que c'est des personnes qui sont attirées par le surnaturel et l'inexplicable, entre guillemets. En général, ce sont des partisans de l'éclectisme, donc qui est un courant qui est très attiré par tout ce qui est les curiosités. C'est le grand siècle où on collectionne, on a des cabinets de curiosité, on essaye de faire des collections de choses les plus étranges les unes que les autres. Et le vampire trouve sa place là-dedans, tout à fait. Alors, je vais vous dire un petit mot sur l'état de la médecine à cette époque-là. Donc, pour vous expliquer d'une manière très globale, au XVIe siècle, donc je remonte un peu dans le temps, le XVIe siècle, on dit généralement que c'est le grand siècle de développement de l'anatomie, notamment avec les dissections par exemple de Vézal, et on va en quelque sorte redécouvrir le corps humain et on va mettre en place un peu toutes les connaissances autour de l'anatomie, de façon au siècle suivant à pouvoir développer tout ce qui est la physiologie, donc c'est-à-dire comment fonctionne le corps. À cette époque-là, on découvre par exemple la circulation sanguine, le fonctionnement des muscles, on fait les premiers pas en matière d'anatomie cérébrale, et toutes ces découvertes physiologiques se font en parallèle avec les découvertes en physique et en mathématiques. C'est aussi une époque où on crée plein d'instruments de mesure, les grands thermomètres par exemple, ou des méthodes de travail comme les statistiques. Les statistiques ont été très importantes pour la médecine parce qu'elles ont permis par exemple de prouver l'inefficacité de la saignée qu'on pratiquait avant de manière assez courante. Et puis au XVIIIe siècle, c'est un siècle où on considère généralement qu'il ne se passe plus grand-chose d'un point de vue médical. C'est un peu une période où on va digérer en quelque sorte toutes les avancées qui ont été faites au siècle précédent. Donc souvent... Oui. Donc, pardon, je remets mon micro bien. Donc,
on dit que, voilà, que c'est le moment où on a découvert énormément de choses. Toutefois, on n'arrive pas à mieux soigner qu'avant, en tout cas pas spécialement mieux. On a remis en question toutes les théories de l'Antiquité et on a un peu une nouvelle médecine, une nouvelle façon de voir les choses qui est établie et il faut le temps pour, en quelque sorte, accepter tout ça. Il y a pas mal de querelles entre des partisans de la tradition médicale ancienne et puis ceux qui sont plutôt des novateurs et qui veulent continuer sur cette lancée et faire de nouvelles découvertes. Donc il y a beaucoup d'avis contradictoires. C'est aussi à cette période qu'on voit se développer l'archétype du mauvais médecin, qu'on voit par exemple dans Molière. C'est aussi la grande période des classifications. Par exemple, Linné, vous connaissez, qui a fait les grandes classifications botaniques. C'est aussi le siècle où on classifie les maladies. Et un élément également très important par rapport au vampirisme, c'est qu'on se pose énormément de questions sur l'âme. Donc il y avait des courants qui se demandaient si finalement le corps humain n'était pas uniquement mécanique, et d'autres qui étaient plutôt partisans de dire ben non, il y a aussi l'âme à son importance. Et donc on se questionne beaucoup sur que devient l'âme après la mort? Est-ce qu'elle est toujours présente? Est-ce qu'elle part? Quand est-ce qu'elle sort du corps? Est-ce qu'on peut enterrer tout de suite après la mort ou est-ce qu'il faut attendre? Donc c'est tous des débats qui sont en cours et qui expliquent que le vampire a pu entrer en quelque sorte dans les débats scientifiques de l'époque. Donc finalement, qu'est-ce qui va être pris comme décision concernant le vampirisme? Parce que vous vous doutez bien qu'il y a un moment où on va rejeter cette maladie dans le domaine des croyances. Eh bien effectivement, et donc c'est en 1755, le médecin Gerhard van Swieten, qui est un médecin hollandais, qui avait été élève de Herman Boerhaave en Hollande, peut-être que vous connaissez. Il y a un grand musée Boerhaave à Leyde de médecine qui est très beau. Et c'était le médecin et le conseiller scientifique de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Donc dans les Balkans, il continue, le vampirisme continue de faire des ravages. Et donc ils vont devoir prendre des mesures pour arrêter, parce que dans les Balkans, on déterre, on exhume à tour de bras et on brûle tout le monde. Enfin, on brûle tout le monde. On brûle plein de morts qu'on juge être devenus des vampires. Et ça a tendance à aller crescendo. Donc finalement, Gerhard van Swieten va prendre position et va décréter que le vampirisme est une croyance et n'est pas une maladie, en 1755. Et à partir de ce moment-là, comme c'est une autorité scientifique, on va dire presque incontestable, on va dire qu'il y a une espèce d'accord dans le monde scientifique de dire que le vampirisme n'existe pas. Donc nous, aujourd'hui, on peut essayer de se demander mais quelle a été cette maladie ? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de voir ce que ça a pu être. Alors, je vais vous parler un peu d'abord de la médecine légale, la médecine légale. Et donc, quand on voit les tombes des vampires et les rapports, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et après, on abordera peut-être quelle maladie aurait pu être à l'origine de ça. Donc, le principe de mal-mort, je vous ai déjà un peu expliqué. Ça n'a rien d'irrationnel en quelque sorte. Il faut bien retenir le fait que le vampirisme apparaît davantage en hiver, dans les zones rurales et pauvres. Alors, la terre de la tombe qui sera affaissée ou dérangée, où il y aurait un trou à proximité, eh bien ça, on pourrait rattacher ça au fait que ces morts sont des morts qui sont peut-être morts dans de mauvaises conditions et que donc on n'a pas forcément voulu bien enterrer. Je pense par exemple à des criminels ou à des étrangers, comme le soldat autrichien dont je parlais tantôt. Il n'a pas sa famille qui est près de lui pour pratiquer tous les rituels funéraires. Et peut-être, voilà, c'est en général ce qu'on dit, c'est qu'on les enterrait peut-être moins bien. Dans le rapport de Flickinger, il y a d'ailleurs un passage où il explique qu'il y a un enfant qu'on considérait être devenu vampire et puis qui a été déterré par des chiens parce qu'il était enterré trop peu profondément. Et donc ça, c'est un premier argument. Ensuite, le fait de faire d'entendre des bruits de mastication près de la tombe,
Alors, ça pourrait être lié au processus de décomposition qui, paraît-il, est très bruyant. Donc, en fait, toutes ces interprétations actuelles sont tirées de l'article que je vous ai mis la référence en dessous. C'est un article qui a été écrit par un médecin légiste et qui est assez convaincant. Bon, il date donc il date de 1787, mais ça reste une référence dans le domaine. Donc, il a lui-même une bonne expérience en matière d'observation, de décomposition des corps. Et donc, c'est lui qui explique un peu, qui émet des théories que je suis en train de vous dire. Le bruit de mastication pourrait être lié au processus de décomposition, puisque apparemment, notamment au moment où les viscères explosent, ça fait apparemment beaucoup de bruit, beaucoup plus que ce qu'on croit. Ensuite, le corps gonflé, alors ça pourrait également être lié au processus de décomposition, notamment au gaz de fermentation. Le corps Rubicon, alors là c'est un peu plus délicat. Déjà, il faudrait vraiment comprendre ce que veulent dire les médecins du XVIIIe quand ils disent Rubicon. Est-ce que c'est tout le corps? Est-ce que c'est une partie du corps? Et en fait, quand un corps quand une personne meurt et que son corps est disposé pendant un certain temps dans une position, toutes les cellules sanguines colorées du sang ont tendance à précipiter vers le bas, alors que le plasma reste vers le haut. Et par exemple, une personne qui serait enterrée face contre terre, comme ça pouvait être le cas de certaines personnes, on va dire inquiétantes, qui auraient pu devenir vampires, toute la face allait être colorée d'une manière beaucoup plus rouge, parfois même presque noire. Donc voilà, alors peu décomposé, ça c'est plus étonnant, mais à ce moment-là, je vous rappelle que les épidémies de vampirisme apparaissent plutôt en hiver. Vous savez que le froid conserve beaucoup mieux les corps, surtout s'ils sont enterrés sous terre. Apparemment, la température est encore plus froide. Par ailleurs, si on est en période d'épidémie, on peut très bien imaginer que les morts s'accumulent beaucoup plus vite, et à partir du moment où on commence à déterrer les morts, on se retrouve avec des morts qui sont morts il y a peu longtemps, il y a peu de temps. Alors, le fait qu'il semble chaud au toucher, là c'est plutôt une question, qu'est-ce que ça veut dire semble chaud au toucher? C'est une époque où on n'a pas encore les thermomètres corporels, donc ils n'ont pas pu mesurer la température du corps de manière objective et scientifique. Et on peut aisément imaginer qu'en plein hiver, dans le froid, quand on est en train de déterrer des cadavres, on n'a pas forcément les impressions qui sont les plus objectives possibles, surtout si on a les mains qui sont très froides. Alors, pas de signe de rigidité cadavérique. Donc là, l'auteur Paul Barber nous explique que la rigidité cadavérique n'est que temporaire. Elle ne dure pas, elle n'est pas constante après la mort. Les cheveux et les ongles qui semblent continuer à pousser, alors là, ce serait plutôt en fait la peau qui s'affaisse, qui a tendance à s'affaisser et qui donne l'impression que les cheveux, la barbe ou encore les ongles en fait sont beaucoup plus longs, alors que ce n'est pas forcément le cas. Finalement, le sang qui coule de sa bouche, de son nez ou des oreilles du mort, alors là, ça pourrait être en fait des liquides de putréfaction qui sont mêlés à des cellules sanguines, donc qui ont une couleur rougeâtre et qui sortent notamment des poumons par les voies ORL en quelque sorte, et qui donnent l'impression que le corps, on va dire, crache du sang. Alors, assis dans sa tombe, là, une fois encore, la décomposition, le processus de décomposition entraîne des mouvements du corps, comme je vous ai dit, notamment au moment où les viscères explosent. Et aussi, là, on peut peut-être se demander dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas enterré parfois des gens vivants en pensant qu'ils étaient morts. Il paraît que c'est quelque chose qui arrive en fait beaucoup plus facilement que ce qu'on ne croit, surtout à l'époque où justement je vous ai expliqué qu'on se posait beaucoup de questions sur quand est-ce qu'on pouvait décider qu'une personne était morte ou pas. Quels sont les signes certains de la mort. Finalement, le fait qu'il peut émettre un son, comme un grognement quand on lui plante un pieu dans le cœur, et une effusion de sang. Donc là, ce serait en fait de l'air qui est comprimé à l'intérieur du corps, et à partir du moment où on plante le pieu, ça provoque une espèce de pression, et l'air sort par la gorge et fait bouger la glotte, et
entraîne comme un bruit qui peut évoquer un grognement. Il paraît que simplement bouger un cadavre, on peut entendre ce type de bruit, de grognement, entre guillemets. Voilà. Alors, oui, les parents, donc les proches parents du vampire qui peuvent revoir le défunt après la mort, ou qui finissent par mourir eux-mêmes. Alors là, je vais peut-être me référer à un auteur qui s'appelle Joseph Piton de Tournefort, qui a écrit la relation d'un voyage dans du Levant. C'était à la demande de Louis XIV et qui, très très tôt, au tout début du XVIIIe siècle, évoque justement un épisode auquel il a assisté en Grèce, où justement il s'est retrouvé dans un village où on a accusé un mort d'être un vampire. Et il explique justement que lui, il n'y croit pas du tout, qu'il assiste à l'exhumation du corps, à l'ouverture de son corps. Je pense que ça se passe dans une église où il y a de l'encens et tout ça, et qu'en fait, la foule délire complètement. En tout cas, c'est son avis à lui, que quand ils disent qu'il y a de la fumée qui sort du corps du vampire, ben en fait, non, c'est la fumée de l'encens, ils disent qu'ils l'ont vu bouger. Enfin, lui n'est pas du tout crédule et il explique qu'il y a vraiment une espèce de transe collective liée à la terreur, en fait. Et donc, c'est assez intéressant à lire. Vous pouvez le trouver facilement en ligne si jamais cela vous intéresse. Alors, du coup, maintenant, est-ce qu'on pourrait se demander, mais de quelle maladie s'agit-il ? Alors, en vous parlant maintenant de la théorie l'avis de Joseph Piton du Tournefort, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment eu des maladies, en fait ? Est-ce que c'était pas la peur, tout simplement, qui aurait pu entraîner en quelque sorte la mort des gens ? Puisqu'on sait que, par exemple, les garnisons militaires qui étaient stationnées près des villages étaient très rarement touchées par le vampirisme. Donc finalement, est-ce qu'on ne serait pas face à une épidémie en fait, psychologique, des gens qui se croient maudits ou hantés et qui finissent par vraiment dépérir physiquement? Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas des maladies qui pourraient peut-être ressembler au vampirisme? Donc là, je vous donne plusieurs maladies. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas non plus aborder ça de manière peut-être aussi rigoureuse que si j'étais médecin. Mais c'est toutes des maladies qui ont touché les Balkans au XVIIIe. On a notamment la peste, forcément, qui a été le grand fléau du XIVe au XVIIIe siècle. Et dans les années 1720, il y a eu une terrible explosion de peste qui a commencé en France. Et dans l'année, elle était déjà en Ukraine. Donc elle a vraiment frappé une grande partie de l'Europe. Alors, en cas de peste, donc une peste, à l'époque, ça peut signifier un peu n'importe quelle maladie, on va dire épidémique. Donc, quand on était face à une épidémie, les villes prenaient toute une série de mesures. On fermait, par exemple, les portes de la ville de manière drastique et plus personne ne pouvait entrer ou sortir de la ville sans un bulletin de santé. Oui. Donc, un bulletin de santé, on appelle ça une patente à l'époque. Donc, quand on a un bulletin de santé on va dire vierge, c'est-à-dire qu'on n'est pas malade. On appelle ça une patente nette. Si on a côtoyé de près ou de loin, ou que, voilà, on a peut-être été en contact avec des malades, on a une patente soupçonnée, et là on ne pouvait plus rentrer, il fallait d'abord faire une période de quarantaine. Et si on avait une patente brute, c'est que c'était, voilà, on est quasi sûr d'être malade, et là on était presque cloisonné chez soi. On a par exemple en Angleterre, en cas de peste, on enfermait les gens chez eux et on mettait des croix rouges sur leur porte d'entrée pour que tout le monde soit bien au courant qu'il ne fallait pas rentrer dans cette maison-là. Alors les bateaux, souvent les pestes, par exemple la peste de 1720, elle a été propagée notamment via les bateaux. Un bateau, notamment le Grand Saint-Antoine, qui est rentré dans le port de Marseille alors qu'il possédait des cargaisons où il y avait de la vermine porteuse du bacille de la peste. Alors, le typhus, c'est donc une maladie bactérienne également liée à la vermine et qu'on trouve notamment dans les zones rurales et notamment là où sont placées les garnisons militaires. Donc, ça peut évoquer l'ambiance qu'on avait dans ces villages dans les Balkans, où on a eu aussi des épidémies de typhus. Et c'est une maladie qui peut entraîner des troubles de la coagulation, notamment des hémorragies. Donc, puisque
les rapports décrivent des corps qui crachent du sang, en quelque sorte, avec un sang très liquide, pourquoi pas. La grippe, vous savez que la grippe peut être terriblement mortelle quand le virus de la grippe mute de manière importante. Et on sait que dans les Balkans, il y a eu des épidémies de grippe assez importantes au XVIIIe siècle. Et c'est une maladie typique de l'hiver, puisque le virus est plus résistant en hiver, plus fort, plus agressif. Le choléra, une autre maladie bactérienne liée notamment à l'eau qui est sale. Et c'est une maladie qui est très rapide, qui peut tuer en quelques heures. Et donc là, ça peut provoquer des épidémies avec une accumulation très importante de corps. Le scorbut, ce n'est pas une épidémie bactérienne ou virale, ce n'est pas une maladie bactérienne ou virale, mais elle peut prendre la forme d'épidémie. C'est une carence en vitamine C, et donc qui est typique des zones continentales en hiver, où on mange très peu de légumes ou de fruits. Et ça peut entraîner des troubles de la coagulation, notamment les saignements au niveau des gencives. Donc voilà, qui sait, peut-être une piste. Ainsi que des éclatements des vaisseaux sous la peau. Donc là aussi, d'un point de vue, on va dire, pour évoquer la maladie au XVIIIe, ça pourrait peut-être coller. Finalement, la rougeole et la coqueluche, qui sont également deux grandes causes de mortalité, surtout chez les enfants. Et comme je vous l'ai dit, les enfants étaient des défunts, on va dire, à risque de devenir des vampires. Voilà, pourquoi pas. Donc moi, je ne peux rien affirmer aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une étude qui soit faite pluridisciplinaire, entre historiens, archéologues, et alors des médecins, notamment des médecins légistes, ou encore des paléopathologistes et des paléomicrobiologistes et des anatomopathologistes. Donc c'est toutes des spécialités qui sont utiles quand on travaille sur les sites archéologiques, parce qu'ils peuvent déceler les agents pathogènes, que ce soit par exemple sur les os qu'on trouve en fouilles archéologiques, ou dans les petits ectoparasites, donc les puces ou les poux qu'on pourrait retrouver en fouilles. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà des études actuellement qui vont dans ce sens, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc voilà, donc ça c'était la première partie au XVIIIe siècle. Je vais passer à la deuxième partie maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions éventuelles. Bon, on va continuer, on fera les questions après alors. Donc la deuxième partie va plutôt concerner la littérature au XIXe siècle. Alors ça paraît très éloigné de ce qu'on vient de parler, mais en fait c'est lié, puisque comme je vous l'ai dit, le vampirisme est arrivé en Occident, a été considéré comme une maladie, pour finalement être rejeté en tant que croyance. Et à partir de ce moment-là, ça va être récupéré par des écrivains et qui vont utiliser ça comme un motif littéraire, et ça va même devenir un genre littéraire, puisqu'on parle de la littérature vampirique. Et les médecins continuent d'être intéressés par ça, et on a notamment des écrivains médecins qui vont aborder le thème du vampire. Par ailleurs, on va voir aussi que que le médecin est presque une constante dans les romans de vampires. Il y a toujours un moment ou l'autre un médecin qui apparaît et qui est là pour en quelque sorte combattre le vampire. Donc finalement, pourquoi ? Probablement parce que le vampirisme a continué à conserver, mine de rien, cette idée de maladie qui est restée collée à lui, enfin au vampirisme, et qui est en fait très ancien et qui continue encore aujourd'hui dans les fictions actuelles. On voit souvent le vampirisme comme presque un virus, et c'est terriblement contagieux puisqu'il suffit d'être mordu pour devenir vampire. Alors, je vais commencer par une petite mise en ambiance, le 19e, la littérature. Donc, le 19e siècle, d'une manière très générale, bien sûr, c'est la révolution industrielle, donc des nouvelles machines, un changement du paysage rural, un exode rural également, et le triomphe de la bourgeoisie. Et donc, c'est aussi le siècle qui suit les grandes révolutions, bon, pas en Belgique, mais par exemple en France ou même en Angleterre. Et on va voir les gens qui vont être un peu déprimés, surtout la jeunesse. On parle souvent de mal du siècle
Donc c'est un peu cette idée de désenchantement, de tristesse, d'attrait pour la solitude, la mélancolie, et c'est la période où se développe le romantisme qui avait déjà un peu commencé au siècle précédent. Et donc il y a un goût pour les châteaux forts, pour le Moyen-Âge un peu fantasmé, et aussi un goût pour l'imaginaire particulièrement développé. Et donc évidemment le vampire, on comprend qu'il intéresse particulièrement les écrivains de l'époque. Et on a plusieurs écrits. Alors là, je vous ai mis quelques-uns en bas. Voilà. Le plus ancien est un poème de 1748. Et donc moi, je vais aborder que trois écrits de vampires, trois qui vont sembler intéressants parce que je ne pourrais pas aborder toutes les fictions vampiriques. Mais avant ça, je vais vous parler un tout petit peu de la médecine, notamment des points qui sont importants pour bien comprendre les livres de vampires du XIXe siècle, et notamment le vitalisme, qui est en fait on va dire un courant de la pensée médicale qui se développe à la fin du XVIIIe et qui va vraiment être popularisé au XIXe siècle. C'est une réaction à une vision dualiste de l'être humain, où on aurait son corps d'une part et son âme d'une part. Donc cette vision dualiste est très ancienne, elle remonte à l'Antiquité, et impliquait une hiérarchie entre l'âme et le corps, et donc une façon d'appréhender le corps qui était différente. Au XIXe siècle, donc à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, on voit se développer l'idée qu'on aurait plutôt une espèce de principe vital qui ferait référence au corps ou à l'âme, un peu en fonction des différentes conditions. Et il y avait notamment des médecins qui ont considéré que ça pourrait être l'électricité. C'est un peu les débuts de l'électricité, et que l'électricité pourrait être un peu ce principe vital. Et on va retrouver ça dans la littérature fantastique de l'époque. Donc c'est aussi une période où on voit les premiers pas de la psychanalyse, et donc des réflexions sur toujours l'âme, hein, forcément. Pour les vampires, forcément, je m'intéresse plutôt à cette dimension-là de la médecine et sur le psychisme. Donc la première fiction vampirique que je vais aborder, ça va être en fait le premier roman de vampire, c'est-à-dire un roman assez court, c'est Le Vampire de John William Polidori. Alors pourquoi celui-là ? Il est très important dans l'histoire de la littérature vampirique parce que c'est le roman qui fixe le genre vampirique en littérature, et il nous intéresse tout particulièrement parce que John William Polidori était un médecin. Il avait fait sa thèse de doctorat à l'université d'Édimbourg sur le somnambulisme et le mesmérisme. Donc le mesmérisme, c'est justement un courant médical qui utilisait tout particulièrement le magnétisme, l'hypnose et l'usage de l'électricité. Alors, il faut un peu... Donc le contexte de création de cette œuvre littéraire, c'est un épisode qui est assez célèbre, qui date de 1816. 5 personnes étaient dans la villa de Diodati, en Suisse. Ces 5 personnes étaient John William Polidori, Lord Byron, que vous connaissez peut-être, Mary Shelley et son époux Percy Shelley, et une autre dame qui s'appelait Claire Claremont. Ils étaient très jeunes, puisque Mary Shelley n'avait que 19 ans à cette époque-là, par exemple. Et donc le Polidori raconte dans son journal qu'il a écrit de son voyage là-bas qu'il faisait un temps exécrable et que donc ils étaient coincés à l'intérieur de la villa, et qu'ils avaient à disposition une bibliothèque, une très belle bibliothèque où il y avait notamment un livre, un recueil de contes fantastiques. Et donc après avoir lu à haute voix le conte, après avoir fait une séance de lecture tous ensemble, ils se sont lancés dans un petit concours pour créer une œuvre littéraire d'horreur. Et donc c'est à ce moment-là que Lord Byron a ébauché le petit roman The Vampire, et de son côté, Mary Shelley a écrit le Docteur Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et finalement, c'est les deux œuvres qui sont vraiment sorties, on va dire, de cette nuit-là.
qui sont importantes, extrêmement importantes pour la littérature aujourd'hui, et qui sont en fait révélateurs en quelque sorte de à quel point le fantastique est en fait moderne à l'époque. Mary Shelley, quand vous connaissez peut-être un peu Frankenstein, donc c'est le docteur Frankenstein qui crée une espèce de créature, un homme, en utilisant notamment l'électricité. Le docteur Frankenstein est un scientifique, c'est un médecin, et en créant un être vivant, il parvient en quelque sorte à prendre la place de Dieu. Et donc là, c'est assez révélateur de cette époque où on commence à... La religion, peu à peu, sort de la société. La science avance tellement vite et tellement bien que peu à peu, les scientifiques se réfèrent de moins en moins à Dieu. Et c'est ce qui est finalement évoqué dans ce livre-là, et c'est ce qu'on retrouve également dans les romans vampiriques par la suite. Voilà. De son côté, John William Polidori va reprendre le texte ébauché par Lord Byron et va le terminer en quelque sorte. Celui-ci sera publié en 1819 sous le nom de Lord Byron, sans que Lord Byron ni Polidori ne soient au courant. C'est l'éditeur qui a réussi à avoir le manuscrit et qui s'est dit qu'il ferait plus d'argent s'il l'éditait sous le nom de Lord Byron et pas de Polidori. Et dans ce livre, on a un vampire du type aristocrate. Donc ça, c'est nouveau. Si vous vous souvenez, le vampire au XVIIIe siècle, c'était plutôt des paysans dans les zones rurales éloignées. Donc là, on a un nouveau type de vampire qui apparaît. Le vampire aristocrate qui correspond beaucoup plus à ce que nous connaissons aujourd'hui quand on pense aux vampires. Voilà. Et donc, ce vampire il est très grand, il est mince, il est livide, il est mystérieux, il est effrayant. Et là aussi, on est face à ce nouvel archétype du vampire qui naît. On raconte d'ailleurs que Polidori se serait inspiré de Lord Byron et de comment on le percevait dans la haute société. Donc c'est pas très flatteur. Voilà. Ce vampire s'appelle donc Lord Ruthven et il agresse physiquement les femmes et psychologiquement les hommes. Et il utilise notamment une forme d'hypnose pour attirer ses proies. Voilà. Donc le livre suivant que je vais brièvement aborder, c'est Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Donc c'est un auteur irlandais qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Carmilla. Alors, cette nouvelle évoque une jeune héroïne qui s'appelle Laura et qui vit dans les Carpates avec son père et 2 dames de compagnie, je crois. Et un jour, il rencontre une autre jeune fille qui s'appelle Carmilla et ils décident de l'accueillir chez eux, dans leur château. Et peu à peu, ces 2 jeunes filles, Laura et Carmilla, vont devenir amies et vont même développer un amour mutuel. Donc c'est un vampire, un des premiers vampires lesbiennes, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on est face au vampire féminin, qui est très différent du vampire masculin, puisqu'elle est extrêmement belle et hypnotique. Donc voilà, par exemple... Ici, ça m'a fait penser à un tableau de Dante Gabriel Rossetti, qui est donc un peintre pré-raphaélite. Et Carmilla est un peu décrite de cette façon. Elle est très belle, elle a des très très beaux cheveux bruns, elle a des grands yeux noirs hypnotiques, un peu hypnotiques comme un serpent. Au 19e, on estime souvent que les yeux sont le miroir, sont le reflet de l'âme. Et donc, on insiste beaucoup sur les yeux. Et on la décrit également comme languissante. Elle est tout le temps malade, elle est un peu fiévreuse, et ça, c'est un idéal esthétique du 19e. C'est un peu l'idéal du tuberculeux, qui est devenu un idéal esthétique à cette époque-là. Et Carmilla, en fait, toutes les nuits, va vampiriser Laura dans sa chambre, en rêve, et personne ne s'en rend compte, jusqu'au jour où c'est en fait un médecin qui vient, qui observe et qui en fait révèle le secret de Carmilla au père.
Et donc une fois de plus, on est face à ce médecin qui est détenteur de la connaissance scientifique, en quelque sorte, des secrets de la nature, et c'est lui qui va sauver en quelque sorte la victime et la soigner de cette façon-là. Finalement, Sheridan Le Fanu a une démarche aussi qui est intéressante parce que on voit qu'il s'est documenté, il a notamment lu les rapports médicaux du XVIIIe siècle, et il évoque le fait qu'on ouvre la tombe, qu'on sort le corps, qu'il est peu décomposé, qu'on lui plante un pieu dans le cœur et qu'à ce moment-là, le vampire crie, et puis qu'on lui coupe la tête et qu'on brûle le corps. Et c'est très intéressant de voir que finalement, il décide de se baser sur ces rapports médicaux pour fabriquer sa fiction et pour lui donner une réalité plus forte. Par ailleurs, la préface de la nouvelle c'est un petit texte qui dit que ce récit provient des notes du docteur Eselius, qui est donc un autre personnage qu'on retrouve, je pense, dans d'autres nouvelles. Et donc, de nouveau, la référence au médecin, qui est presque systématique. Voilà. Et la dernière œuvre littéraire que je vais aborder un tout petit peu plus longtemps, forcément, c'est Dracula de Bram Stoker, que vous avez peut-être lu, qui a été écrit en 1897. Bram Stoker, qui était donc un écrivain irlandais d'une famille protestante, lui-même était mathématicien, il a étudié à Trinity College les mathématiques et il a probablement étudié un peu, fait quelques années en sciences également, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur cette période-là de sa vie. Et en revanche, dans sa famille, il y avait beaucoup de médecins. Il avait 3 frères qui étaient médecins et un oncle également qui était médecin. Et quand on se penche un peu sur son ouvrage, on se rend compte qu'il a fait très attention à ce que ses descriptions médicales soient très rigoureuses. Notamment dans un passage où il évoque une blessure crânienne, on a conservé à Philadelphie un brouillon de Dracula écrit par Bram Stoker et annoté par son grand frère, enfin, je ne sais pas si c'était son grand frère, c'était un de ses frères, qui a écrit, vous voyez, qui a fait un dessin où il évoque, voilà, si un coup est porté à cet endroit du corps, la personne va réagir de telle façon. Si un coup est porté au 2e point, il va perdre telle faculté. Et donc ça, c'était des recherches qui avaient été faites à l'époque, notamment par David Ferrier, dont je vous ai mis le portrait, et par Thomas Huxley, qui étaient donc deux médecins qui ont pratiqué notamment des tests sur des animaux, puisqu'à l'époque, on pratiquait la vivisection de manière plus développée, enfin assez forte. Et ils ont réussi de cette manière à localiser les fonctions nerveuses. Et Bram Stoker a demandé à son frère d'annoter son ouvrage pour être sûr d'être bien correct d'un point de vue scientifique. Et dans le livre, il se réfère d'ailleurs à David Ferrier à plusieurs moments de son texte. Et la description qui est faite par le professeur Van Helsing dans le livre est extrêmement correcte d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical. Alors, par ailleurs, Bram Stoker fait de nombreuses références à la transfusion sanguine. Donc, la transfusion sanguine à l'époque est une pratique médicale qui n'est pas tellement utilisée, qui commence tout doucement à être exploitée. Et ce n'est qu'en 1901 qu'un Suédois va publier ses découvertes sur les systèmes sanguins, les groupes sanguins ABO. Donc c'est Karl Landsteiner. Et donc on voit qu'ici encore, Bram Stoker est vraiment dans l'actualité médicale de son époque. Par ailleurs, il explique qu'il utilise de la morphine pour endormir la victime de Dracula, pour pouvoir ensuite lui faire des transfusions sanguines. Et la morphine est alors également un alcaloïde qui a été découvert relativement récemment. Finalement, on évoque souvent le fait que peut-être que Bram Stoker se serait inspiré d'un autre ouvrage qui avait été écrit 1 an avant à peine, donc il s'appelle Good Lady Duquesne. Et donc ça, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une vieille dame qui
prend une jeune dame de compagnie et qui demande à son médecin de l'endormir pendant la nuit avec du chloroforme et de pratiquer une transfusion sanguine de la jeune fille vers la vieille dame et de cette façon espérer vivre, enfin rallonger sa longévité de vie. Et on voit qu'on est toujours dans cette actualité médicale et que de nouveau le médecin là est carrément l'outil, l'instrument du vampire pour parvenir à ses fins. Finalement, dans Dracula, on évoque aussi le chloroforme, qui était une toute nouvelle méthode. La première anesthésie au chloroforme a eu lieu en 1847. Et donc, c'est une substance qui était, on va dire aussi, à la mode, en quelque sorte, dans les milieux médicaux et qu'on utilisait de manière relativement fréquente. Alors, finalement, Bram Stoker fait également plusieurs références directes dans son ouvrage à plusieurs médecins, notamment Cesare Lombroso, qui est donc un médecin italien, qui était médecin légiste et qui avait aussi travaillé dans des asiles psychiatriques et qui en fait a développé une théorie, donc la phrénologie, qui consiste à dire que les traits psychologiques seraient visibles au travers des traits physiques et donc que la forme du visage ou du crâne ou les mesures du crâne pourraient indiquer les tares psychologiques éventuels. Et donc, il a mis au point toute une série de types. Donc, il a développé une typologie des crânes et des faciès. Et dans Dracula, on a une référence directe. Un personnage dit « Le comte est un criminel du type criminel ». Nordo ou Lombroso le mettrait dans cette catégorie, et parce que criminel, son esprit est resté imparfait. C'est pourquoi, si une difficulté se présente, il cherche la solution dans la routine. Et donc c'est une façon de se référer à Dracula, de dire que c'est le type criminel, et également de le rabaisser en quelque sorte dans son livre, de dire que Dracula est en fait a un cerveau presque d'enfant. Donc ça c'est une première référence. Maintenant on en a d'autres. On a notamment deux références à, comme je vous l'ai dit tantôt, à David Ferrier, dont je vous ai remis la photo, et également à Scott Burdon Sanderson. Donc ça c'est un passage dans Dracula où un des médecins qui est présent dans le livre, donc pas le professeur Van Helsing mais un autre docteur, travaille dans un asile psychiatrique et il a un patient zoophage, donc c'est-à-dire qu'il mange les animaux. Et il se demande s'il ne devrait pas laisser ce patient zoophage aller au bout de ses pulsions et voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, il fait une référence directe à Ferrier et à Burdon Sanderson en disant qu'eux, ils ont bien pratiqué la vivisection et ça leur a permis de faire des découvertes assez importantes. Et là, donc, on s'est aussi demandé si finalement il n'y avait pas une petite critique de la vivisection. C'est une époque où on a vu pas mal de conflits se produire dans les milieux scientifiques, parmi les étudiants, parmi les médecins, sur la question est-ce qu'on peut utiliser les animaux dans le cadre de la médecine ou pas. Et c'est à cette époque qu'on voit les premières lois de protection pour les animaux, de protection des animaux. Et le docteur Scott Burdon Sanderson avait été la cible de très très lourdes critiques à l'époque parce qu'il avait notamment écrit un ouvrage, Handbook for the Physiological Laboratory, dans lequel il explique comment pratiquer toute une série d'expériences et comment utiliser les animaux dans le cadre de ces expériences. Et donc, il avait été extrêmement critiqué pour ça. Finalement, cette critique de l'usage des animaux pourrait aussi transparaître à travers l'action de Dracula, qui est d'utiliser son patient zoophage finalement comme un outil, alors que c'est un être vivant pour parvenir à ses fins. Voilà. Finalement, à part ces références très directes à la science et au développement de la médecine, il y a une métaphore qui est beaucoup plus globale dans le livre et qui concerne plusieurs personnages. On a le comte Dracula d'une part, le docteur Seward, donc qui est ce docteur qui travaille dans l'asile psychiatrique, et le professeur Van Helsing qui est le chasseur de vampires du roman. Et pour vous expliquer un peu cette métaphore, je vais d'abord me référer à la fondation en 1882 de la Society for Psychical Research, qui est donc une société qui a été fondée donc, en 1882 et qui avait pour but
d'étudier tous les phénomènes qui pourraient a priori être jugés anormaux ou inhabituels et qui n'étaient pas forcément étudiés. Donc ils étaient particulièrement intéressés dans tout ce qui était les maladies mentales, les rêves, les fantasmes, mais ils allaient également plus loin en s'intéressant notamment à la télépathie, en faisant des expériences et en utilisant l'hypnose et parfois même le spiritisme. Et on a des médecins très, très importants qui ont été membres de cette société. On sait aussi que, par exemple, Freud a été membre de cette société, puisque ça répondait également bien à ses recherches en psychanalyse, donc la psychanalyse qui n'est pas considérée, je pense, véritablement comme une branche scientifique de la médecine, puisqu'elle ne peut pas être prouvée de manière à 100% objective. Et donc, à cette époque, avec le développement de cette société, on voit en réalité un nouveau courant de pensée médicale qui se manifeste, qui est de dire que l'homme a toute une partie de son âme qui est difficilement explicable et qu'on pourrait exploiter, que le corps n'est pas qu'une machine. En effet, la médecine traditionnelle académique avait tendance à réduire l'homme à une simple machine et à ne considérer qu'il ne fallait l'exploiter qu'à travers son corps. Cette société était empreinte de spiritualité et voulait réintégrer en quelque sorte l'approche psychologique dans la médecine. Et on pense que Bram Stoker était plutôt un partisan de ce courant de pensée médicale. Et que donc le comte Dracula pourrait, et les trois personnages que je vous ai présentés, pourraient servir de métaphore à cette avancée de la médecine qu'on avait à l'époque et aux différents courants qui ont pu s'opposer. Le comte Dracula lui-même, si vous y pensez, c'est un prédateur qui chasse des êtres humains et leur suce leur sang et par là leur aspire leur âme. Et donc ce serait en quelque sorte le symbole pour évoquer l'avancée traditionnelle des sciences et qui tend à retirer tout l'aspect spirituel de la vie, enfin de la société, et de réduire, comme je vous l'ai dit, l'homme à une simple machine. Et donc Dracula, en aspirant l'âme de ces humains, les transforme en automates, en quelque sorte, en robots, en zombies presque, même s'ils ne sont pas vraiment des zombies. Le docteur Seward, de son côté, est un médecin, on va dire, vraiment traditionnel, qui représente la médecine académique telle qu'elle est et qui il participe à la chasse aux vampires, mais ce n'est pas du tout lui qui va faire basculer les choses. Et par exemple, quand il est confronté à la folie de son patient zoophage, c'est vrai qu'il se pose quand même beaucoup de questions, il ne sait pas trop comment réagir. Et le professeur Van Helsing, qui est vraiment en fait le héros de l'histoire, le bon héros, c'est un scientifique venu de loin, qui a des connaissances que personne d'autre a, et donc il est décrit véritablement comme un personnage, un des meilleurs scientifiques de son temps. Il est ouvert d'esprit, il est empathique, en même temps d'être rigoureux et très scientifique. Et donc quand il évoque cette ouverture d'esprit, en fait il évoque cette ouverture au paranormal, et c'est ce qui lui permet finalement de se débarrasser de Dracula à la fin. Et donc, il serait le symbole de cette nouvelle tendance médicale qui était représentée par la Society for Psychical Research. Et donc, on voit que Bram Stoker, à travers son livre, il se sert de ces personnages pour présenter ses aspirations relatives à l'avancée des sciences à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Voilà. Donc c'est ici que va s'achever mon exposé. J'ai été plus vite que prévu. Donc on voit bien qu'au XVIIIe siècle, on a l'entrée du vampirisme en Occident en tant que maladie, puis finalement sera rejeté. Et tout ça, en général, ce sont des médecins qui ont en quelque sorte eu un rôle particulièrement important dans cette évolution. Et puis qu'une fois que ça passe dans l'imaginaire, c'est des écrivains qui vont récupérer ce mythe et que finalement la médecine continue à jouer un rôle presque systématique dans ces fictions vampiriques.
Et je n'aborderai pas le XXe siècle ni le vampire au cinéma parce que c'est encore quelque chose de différent. C'est hyper intéressant et finalement, on remarque très vite que la médecine reste toujours présente dans la plupart de ces fictions. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vais regarder ça. Merci beaucoup, Lara de Mérode, de nous avoir introduit à toutes ces questions et montré sous différentes formes les liens entre les vampires et la médecine. Si vous avez des questions, des remarques, merci. Une petite question. Oui. À propos de la sensation de chaleur que donnait le vampire quand on... Il n'est pas bien? Ça va. Un courant en décomposition dégage de la chaleur. Alors je veux bien qu'il n'était peut-être pas très en décomposition, oui, c'est vrai. Mais voilà, peut-être une pierre à ajouter à l'édifice. Et alors une autre question, est-ce qu'il y a un lien avec Vlad l'Empaleur qu'on a aussi qualifié de comte Dracula? Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. En fait, Bram Stoker, dans son roman Dracula, s'est inspiré d'un personnage historique qui s'appelle Vlad Tepes, surnommé Vlad l'Empaleur ou encore Dracula, je crois. Et donc, le nom de Dracula, donc de son vampire, est en fait inspiré de ce personnage historique qui a vécu au XVe siècle en Roumanie et qui était un personnage politique apparemment extrêmement sanguinaire avec notamment l'armée ottomane, je crois, puisqu'on disait qu'il empalait ses ennemis de manière assez récurrente. Et donc, cette aura sanguinaire a été exploitée par Bram Stoker pour son roman, pour renforcer la dimension véridique, mais aussi pour donner une dimension un peu effrayante à son personnage. Oui. Merci. Je voulais simplement remarquer que vous avez parlé relativement tardivement dans votre exposé de Dracula qui suce le sang. Mais avant ça, vous n'en avez pas spécialement parlé. Est-ce que dans les premières croyances aux vampires, il y avait déjà cette référence à la succion du sang en fait? Oui, c'est quelque chose qui vient déjà avant ça. Maintenant, c'est plutôt la notion d'agression qu'on voit vraiment de manière récurrente. Par exemple, dans Polidori, le vampire de John William Polidori, là, Lord Ruthven attaque de manière vraiment presque comme une bête sauvage sa victime. Et c'est vraiment un carnage presque. Et donc, il la mange presque, en plus de lui sucer son sang. Oui. D'autres questions? Mademoiselle, sur le musée, les expositions à l'ULB? Oui. C'est quand? C'est où? Alors en fait, donc c'est vrai que Madame Saka a évoqué une exposition. En fait, elle a été reportée à l'année prochaine parce que cette année, on a eu finalement un autre projet qui s'est intégré. Mais donc, ce serait prévu pour octobre 2017 plutôt. Oui. Voilà. Des questions encore, des commentaires? N'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a ici des médecins et si leur regard, s'ils s'étaient déjà interrogés sur la question du vampirisme et sur les symptômes qui ont pu être interprétés
Personnellement, je ne savais pas que c'était une maladie au XVIIIe et XIXe siècle, mais je trouve que les explications données sont quand même excellentes par rapport aux symptômes. Je trouve que ça concorde vraiment, vraiment bien. Merci. C'est vrai que quand on a abordé la question du vampirisme, c'était assez difficile de se dire qu'est-ce que ça pourrait bien être. Alors on a demandé à des médecins et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui savaient pas du tout quoi répondre. Il y en a qui ont évoqué peut-être la mort au rat, parce que la mort au rat est j'ai plus le mot, mais bref, qui diminue la coagulation sanguine et qui pourrait expliquer l'impression de sang encore frais. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important qu'il y ait justement une collaboration entre historiens, enfin je l'ai déjà dit, mais donc entre historiens, archéologues et des médecins sur le terrain. Et je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui seraient hyper motivés à cette idée parce qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés d'histoire aussi et je pense que ce serait vraiment très chouette que ça puisse se faire. Moi, on reprend. Donc moi je suis étudiant en médecine, je trouve l'exposé très très intéressant et donc la partie sur le vampirisme et tous les symptômes décrits, je me posais même la question si ça ne serait pas plusieurs maladies qu'on retrouvera à plusieurs endroits et qui, comme les symptômes se ressemblent notamment au niveau de la récurrence au niveau les anticoagulants et ce genre de choses, qui sont des symptômes qu'on va retrouver plusieurs fois selon les parasites, les virus, les bactéries. On pourrait se poser la question si ce ne serait pas dans plusieurs villages, plusieurs pathologies différentes et que les médecins auraient fait concorder les témoignages. Oui, tout à fait. Clairement, il y a peut-être eu plusieurs épidémies en même temps qui ont frappé au même endroit et clairement, il faut peut-être croiser les données, ça c'est sûr. C'est pas une seule maladie, probablement, quoi. Oui, tout à fait. Cette question me fait penser à une autre. Y a-t-il une tradition de description de phénomènes vampiriques ailleurs qu'en Europe ? En Extrême-Orient, par exemple, je pense à ça essentiellement. Oui, en fait, dans toutes les sociétés, on a ce principe de revenants ou de non-morts, en quelque sorte, ou alors de possession démoniaque de corps morts. Et il y en a qui font penser effectivement aux vampires. Je pense par exemple aux Lamie dans l'Antiquité. Donc on disait que c'était des femmes qui venaient, des démons qui prenaient je pense que c'est des démons qui prenaient la forme de femmes extrêmement séduisantes et elles venaient la nuit séduire les hommes et finalement leur prendre leur énergie vitale. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment d'autres maladies qui pourraient évoquer le vampire ? Ça, je vous avoue que je ne sais pas parce que je n'ai pas abordé le vampire dans toutes les cultures du monde. Mais peut-être que ça pourrait être... peut-être qu'on pourrait tomber sur quelque chose qui pourrait nous évoquer le vampirisme, oui. D'autres questions ou réflexions ? Dans ce cas, je remercie encore notre conférencière de ce soir. J'ai trouvé pour ma part extrêmement étonnant et intéressant de voir comment ce sont d'une certaine manière les médecins qui ont inventé les vampires en décrétant ce phénomène-là et puis au siècle suivant ont continué à les inventer mais de manière tout à fait littéraire alors quand on a admis aussi un médecin à signaler que ça ne devait plus être considéré comme une maladie, mais où ça continuait à jouer énormément dans l'imaginaire, et notamment par les médecins. Alors, je vous invite à la prochaine conférence de ce cycle qui sera donnée par Jean-François Simon, que vous connaissez peut-être puisqu'il est médecin Ambroise Paré, et qui viendra nous parler de l'histoire de la procréation médicalement assistée. Ce sera le 28 novembre, dans un mois. Lundi prochain,
congé oblige, il n'y aura pas de conférence, mais le 7 novembre, nous entendrons Corinne Gobin qui va nous parler dans le cycle sur la manipulation de l'évolution lexicale et de ses implications. Je vous remercie.